Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce mercredi. Un missile s'abat sur un centre de détention de migrants, tuant 44 personnes en Libye. L'émissaire de l'ONU dans le pays a vivement condamné le raid aérien susceptible de constituer un crime de guerre. Le Conseil de sécurité va se réunir en urgence. Le tribunal de la famille et des affaires sociales de Casablanca tente une première expérience digitale. Greffiers et juges se seront servis d'ordinateurs pour cette audience. La généralisation du numérique est l'un des piliers majeurs de la réforme du système judiciaire. Tout a commencé avec une photo où l'on voit des jeunes regarder le match du Maroc contre la Côte d'Ivoire sur un simple téléphone posé sur un tronc d'arbre. Les jeunes du Douar Tel Kreremt, près de Casa, viennent de recevoir 3 écrans télévisés qui leur ont été offerts par les Lions de l'Atlas. Une nouvelle version avec plus de scènes d'ambiance et de concerts. Le rideau s'est levé hier sur la 14e édition de Jazzablanca et c'est le Devil Quartet du trompettiste italien Paolo Fresu et le trio mythique des frères Suissi qui ont ouvert le bal. Madame, Monsieur, bonsoir. En ouverture de cette édition, cette véritable tragédie en Libye. 44 migrants ont été tués et au moins 130 blessés à Tajoura, en banlieue est de Tripoli, lors d'un raid aérien lancé contre un hangar abritant 120 migrants. Ce bilan provisoire est le plus lourd pour un bombardement depuis le début de l'offensive le 4 avril de l'armée nationale libyenne du maréchal Haftar. Le point avec Amina Mthalq. La scène est apocalyptique après le carnage de Tajoura. Le raid aérien qui a ciblé ce camp de migrants a même provoqué un énorme cratère, des traces qui témoignent de la violence de l'attaque qui a fait 44 morts et 130 blessés. Des raids aériens ont ciblé ce centre de migrants à 11h43 précise et c'est le hangar numéro 3 qui a subi le plus de dégâts. La partie visée du bâtiment abritait 120 personnes d'origine subsaharienne, arabe et asiatique. L'ONU exige une enquête indépendante sur les circonstances de ce raid aérien. Pour le Haut-Commissariat pour les réfugiés, face à une telle catastrophe, c'est la politique migratoire européenne qui doit être revue. Nous devons veiller à ce que des mesures soient prises pour faire en sorte qu'aucune nouvelle personne sauvée en Méditerranée ne soit renvoyée en Libye. Il n'y a pas assez de sécurité dans le pays pour les civils et la situation est encore plus difficile pour les réfugiés et les migrants. Après ce massacre, les forces du maréchal Khalifa Haftar qui ont lancé il y a 3 mois une offensive pour s'emparer de Tripoli ont immédiatement été pointées du doigt. Mais elles viennent, par la voix de leur porte-parole, de nier toute responsabilité dans cette attaque. Et le consulat général du Maroc à Tunis a indiqué cet après-midi qu'il suit de près la situation avec les autorités libyennes à Tripoli afin de vérifier s'il y a des Marocains parmi les victimes de cette frappe aérienne. Le consulat a indiqué également avoir prévu des mesures en coordination avec les instances marocaines concernées pour faciliter l'évacuation d'éventuels blessés ou morts. Nous continuons à parler de la situation en Libye. Avec moi sur le plateau, notre expert en relations internationales, professeur Khalid Chegraoui. Bonsoir. Alors, les forces du maréchal Haftar nient leur responsabilité dans cette attaque. Les partis en conflit se jettent la responsabilité. La communauté internationale condamne. Mais tout cela ne sauve pas les migrants du piège de la guerre. Effectivement, du moment que tout le monde est responsable de cette crise migratoire, que ce soit au sud de la Méditerranée ou en son nord, du moment qu'en Libye, la majeure partie des milices, si ce n'est toutes les milices, en profitent de manière large et principalement sur le plan pécuniaire. D'ailleurs, ils en font un commerce terrible et presque une traite humaine. Les gouvernements en place, que ce soit le GNA de Tripoli ou le soi-disant gouvernement Karama de l'Est, de Benghazi, sont en train de négocier cette question migratoire à travers des intérêts, qu'ils soient politiques ou militaires dans la région. Et bien sûr, il y a une sorte de non-responsabilité des pays européens, du moment que la majeure partie des pays européens, principalement du sud de la Méditerranée, sont en contradiction. Il suffit de rappeler les contradictions terribles entre le gouvernement français et le gouvernement italien, la montée de la droite dans cette Europe qui commence à changer la donne et la politique européenne. Aujourd'hui, on est d'ailleurs en attente. Juste hier, les Européens se sont mis d'accord sur les principaux leaders des commissions européennes. Donc il va falloir attendre encore 3 mois, jusqu'à 6 mois, afin de voir une véritable politique européenne émerger. Les plans mis en place, principalement Frontex, sont des plans beaucoup plus sécuritaires qu'humanitaires qu'autre chose. Et les deals proposés aux pays du Sud ne sont guère
possible à ce qu'on peut, c'est-à-dire nous sommes en guerre pratique en termes de résolution du problème. Rappelons-le, d'ailleurs, en 2016, je pense, il y a eu un deal avec la Turquie et ça a marché afin de stopper les flux migratoires, mais le coût était énorme. D'ailleurs, il paraît que la Turquie a gagné énormément et en plusieurs volets, que ce soit sur le plan pécuniaire ou sur le plan politique et autres. Quand les pays de la rive sud de la Méditerranée n'en profitent guère et ce qu'on leur propose n'est pas vraiment à la mesure de ce qu'ils peuvent prendre comme mesure et comme solution. Professeur, 8 ans après la mort de Kadhafi, aucune solution ne semble se profiler à l'horizon. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette situation ? Alors déjà, ça a commencé par le fait qu'on a détruit un régime et qu'on n'a pas préparé comment dirais-je, la relève par la suite. D'ailleurs, le président Idriss Déby du Tchad a toujours parlé d'une sorte d'opération très très mal faite de la part de cet Occident, qu'il n'y a pas eu de pièces de rechange par la suite fournies à ce pays. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a deux grandes entités, mais qui sont liées à plusieurs milices qui se départagent le territoire avec des contradictions politiques terribles. En cette Afrique du Nord, qui doit quand même s'immiscer et intervenir dans cet espace, on voit très clairement que l'Égypte est en contradiction totale avec l'Algérie qui ont des frontières directes, avec la Libye, la Tunisie elle est prise à l'étau, les pays du Sahel-Sahara n'ont pas les moyens d'intervenir dans cette Libye, les pays arabes, principalement du Golfe, sont aussi en discorde, il y a des pays qui aident Haftar, d'autres qui aident le GNA, la Turquie qui aide dernièrement le GNA, la Russie qui revient dans l'espace avec une sorte de carte blanche non dite de la part des États-Unis qui sont en recul, la France qui est en contradiction avec l'Italie. Donc tout le monde intervient dans cet espace sans qu'il y ait une politique unifiée et on voit très très bien que l'action des Nations Unies et principalement de l'envoyé spécial Ghassan Salamé n'est pas appuyée par tout ce consortium international et bien sûr la dernière résolution, le dernier plan de paix, le plan de Skhirat n'arrive pas à émerger et bien sûr il va falloir trouver une autre solution afin de trouver une place à chacun dans une future Libye. Mais je pense que la situation va traîner encore vers beaucoup plus de difficultés si on n'arrive pas à unifier les points de vue. Professeur Khalid Chegraoui, merci pour cet éclairage. Il faisait l'objet d'une filature. Un terroriste activement recherché en Tunisie depuis 2 jours est mort hier soir dans la cité Intilaqa, à l'ouest de la capitale, lors d'une traque des forces de l'ordre. Selon le ministère de l'Intérieur tunisien, le djihadiste était le cerveau du double attentat suicide de jeudi dernier à Tunis, lors duquel un policier est mort. L'enquête ouverte après cette double attaque suicide revendiquée par le groupe terroriste État islamique a mené à cet homme âgé de 23 ans. Selon la même source, le suspect planifiait une opération terroriste ciblant des sécuritaires. Il a activé une ceinture d'explosifs au moment où il a été atteint par des tirs des forces de sécurité. Avant de quitter la Tunisie, ce message de félicitations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au président de la République tunisienne, Béji Caïd Sebsi. Après sa sortie de l'hôpital, le souverain a également fait part de sa sympathie totale et sa solidarité avec le président Sebsi, lui souhaitant un bon rétablissement afin qu'il puisse poursuivre sa conduite sage du peuple tunisien frère sur la voie du progrès et de prospérité dans un climat de sécurité et de stabilité. Fin de citation. Le Parlement européen boucle le puzzle des nominations. Au lendemain des nominations pour les postes clés de l'Union européenne, les eurodéputés ont élu leur président pour un mandat de 2 ans et demi. Et c'est l'eurodéputé italien David Sassoli du Parti démocrate de la gauche qui a été élu président du Parlement européen. Il a été désigné après 2 tours lors de la première assemblée plénière du nouveau Parlement. Il s'agissait de la dernière pièce du puzzle des nominations aux postes clés de l'Union européenne. Retour au Maroc avec cet incident qui n'a heureusement pas fait de victimes mais plusieurs dégâts matériels. Un autocar a pris feu ce matin sur l'autoroute reliant le port Tanger-Med à Tanger. L'intervention rapide de la protection civile a permis de maîtriser les flammes et l'évacuation des 27 passagers, des Marocains résidant à l'étranger pour la plupart. Les développements dans ce reportage de Samir Bouhmidi et Adil Saylani sur un récit de Amina Mkhalq. Cette épaisse fumée noire a pris de court les 27 passagers de cet autocar. L'engin a subitement pris feu quelques minutes à peine après avoir quitté le port Tanger-Med. La majorité des voyageurs sont des Marocains résidant en France et en Italie. Ils venaient tout juste d'arriver à leur pays d'origine. Nous venions tout juste de passer la douane lorsque le feu s'est déclenché à l'arrière de l'autocar. Heureusement,
qu'on est tous sains et saufs. J'étais assis à l'arrière du bus et j'ai senti une odeur suspecte. C'est à ce moment que l'un des pneus a éclaté et que nous avons vu un nuage de fumée. Plus de peur que de mal car aucune victime n'est à déplorer. En revanche, les bagages de ces passagers sont partis en fumée. Au début, tout le monde pensait qu'il ne s'agissait que de l'éclatement d'un pneu, mais l'ampleur de l'incendie nous a tout de suite alertés. Notre réflexe a été d'évacuer rapidement le bus et de laisser derrière nous nos effets personnels. C'est ce qui nous a sauvés. Selon les témoignages sur place, l'incendie serait dû à un court-circuit dans une partie du véhicule, mais ce sera à l'enquête ouverte par la gendarmerie royale de trancher et de déterminer les circonstances exactes de ce sinistre qui aurait pu virer au drame. Le tribunal de la famille et des affaires sociales de Casablanca tente une première expérience digitale. Greffiers et juges se sont servis d'ordinateurs pour cette première audience. Une expérience assez inédite. La généralisation du numérique est l'un des piliers majeurs de la réforme du système judiciaire. Reportage Jalila Ben Ftan et Issa Messoul sur un récit de Sami Haris. Le tribunal de la famille et des affaires sociales de Casablanca se lance dans le digital. Lors de cette première audience numérique, le greffier et les juges ont abandonné les documents et papiers pour se servir d'ordinateurs. Une expérience inédite qui a pour objectif de réussir le passage à une justice efficace et transparente. C'est la première audience numérique dans les tribunaux de Casablanca. Nous avons mis en place un grand écran dans la salle pour que tout le monde puisse suivre le déroulement de l'audience. Cette première expérience contribue à améliorer l'efficacité et la qualité de l'appareil judiciaire. Elle est perçue comme une étape nécessaire pour le passage du digital dans les différents tribunaux du royaume. L'idée est d'instaurer une justice numérique qui va de pair avec une justice simplifiée, plus lisible et plus rapide. Je vous propose à présent de découvrir une belle plage labellisée Pavillon Bleu, celle de Skhairat, un lieu de villégiature très prisé grâce au travail de plusieurs associations en partenariat avec la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Les estivants profitent d'un espace propre et agréable qui dispose de nombreuses commodités et activités pour petits et grands. Ce sont des images de Mustafa Saidouni sur un récit de Rita Sah. Drapeau bleu. Sur la plage de Skhairat, le pavillon aux couleurs du ciel flotte au gré du vent depuis maintenant 12 ans. Un label qui atteste notamment de la propreté de la plage et des efforts mis en place pour offrir aux estivants un environnement de qualité. Du 25 au 30 juin, nous avons procédé à une opération de nettoyage de la plage. Nous avons ramassé tous les déchets plastiques et nous avons sensibilisé les estivants. Nous sommes quotidiennement sur cette plage. Notre mission est de veiller à la propreté de la plage dans le cadre du programme Plage Propre 2019, en collaboration avec la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, le conseil municipal et la préfecture Skhairat Mala. En plus des différentes commodités installées sur la plage, depuis plusieurs années, les différentes associations de Skhairat proposent également de nombreuses activités, notamment aux plus jeunes, des petites têtes brunes conquises par leurs vacances à la plage. J'aime beaucoup cette plage. En plus, il y a des jeux, c'est vraiment bien. On joue, les jeux sont bien, tout est beau ici. Tout au long de l'été, le mot d'ordre sera propreté. Les différentes équipes de nettoyage vont poursuivre leur opération de sensibilisation auprès des estivants pour préserver l'environnement et permettre à tous de passer de bonnes vacances sur la plage ensoleillée avec pourquoi pas coquillages et crustacés. Arrêtons-nous maintenant sur ce très bel élan de solidarité. L'histoire a commencé avec un simple cliché, une photo où l'on voit des jeunes regarder le match du Maroc contre la Côte d'Ivoire sur un simple téléphone posé sur le tronc d'un arbre. Cette photo postée sur les réseaux sociaux est devenue virale depuis. Hamid, Mohamed, Driss et les autres jeunes du Douar Takraremt près de Taza peuvent suivre les matchs de la CAN sur les 3 écrans télévisés qui leur ont été offerts par les Lions de l'Atlas. Un très beau geste sur lequel revient Sarah Javeli dans ce reportage signé Driss El Kouhen.
Plus de 5 heures de route sur des pistes souvent impraticables ont été nécessaires pour atteindre Tankraram Tabouiblen, où nous sommes partis à la rencontre de ces jeunes qui ont ému la toile. Des photos d'eux rassemblées autour d'un téléphone portable fixé sur un bout de bois et retransmettant le match ayant opposé le Maroc à la Côte d'Ivoire ont fait le tour des réseaux sociaux. Nous avons voulu par tous les moyens encourager notre équipe nationale au prix d'une cotisation de 2 dirhams chacun. Nous avons réuni une petite somme pour pouvoir accéder à la connexion mobile et suivre la rencontre sur mon portable. Les clichés ont fait sensation jusqu'à parvenir aux joueurs de l'équipe nationale. Ces derniers, depuis l'Égypte, n'ont pas hésité à mettre la main à la poche pour offrir à ses supporters 3 écrans télé dernier cri, ainsi que des maillots de la sélection nationale. Des jeunes qui, malgré le manque de moyens, ont fait preuve d'un soutien infaillible. C'était réellement une belle surprise. En partageant ces photos, nous étions loin de croire que ça allait faire un tel effet. Et en plus de parvenir aux joueurs de l'équipe nationale. Nous sommes tellement heureux de recevoir ces cadeaux dans une région reculée où il était impossible pour nous de pouvoir acheter de télécrans télé. Je rêve de pouvoir les rencontrer un jour, surtout Mehdi Ben Atia, et qu'ils puissent remporter la Coupe d'Afrique. Vendredi prochain, c'est sur des écrans nouvelle génération que les jeunes de ce petit doigt reculé suivront la rencontre qui opposera la sélection nationale à son homologue béninoise. Un match qui tient en haleine tous les Marocains de par le monde, des supporters qui rêvent de voir les couleurs nationales ici au plus haut, à la CAN 2019. C'est la première fois que l'événement se tient en été, s'ouvre sur une nouvelle version avec plus de scènes d'ambiance et de concerts. Le rideau s'est levé hier sur la 14e édition de Jazzablanca et c'est le Devil Quartet du trompettiste italien Paolo Fresu et le trio mythique des frères Swissi qui ont ouvert le bal au grand bonheur des festivaliers. C'est un reportage signé Youssef El Razi et Samia Harissi. Il est 18h30, le village de Jazzablanca s'éveille doucement sur un air de vacances avec cette élégance décontractée que cultivent les adeptes de ces musiques actuelles. Pour cette 14e édition, plus d'espace et de scènes s'offrent au public. Du 2 au 7 juillet, 58 concerts sont au programme. Parmi eux, celui d'un des plus grands trompettistes du jazz contemporain, l'italien Paolo Fresu. Des sons à la fois joyeux et feutrés, teinté de mélancolie, directement influencé par ses maîtres à ses tout débuts. J'étais vraiment étonné par le son de la trompette de Miles et après de Chet Baker et après des autres, mais Miles et Chet ils sont restés un peu dans ma vie comme une petite phare importante. Le jazz marocain est très présent cette année avec un groupe désormais mythique, les frères Swissi. Des rythmes où la flûte tutoie le piano et les percussions pour créer une fusion de sonorités. En même temps, il y a de fortes références au jazz, puisque le cadre du jazz est là, la musique improvisée, la présence de l'harmonie. Donc l'harmonie qui est un fondamental de la musique occidentale, mais en même temps les références au Maroc et de façon plus générale à l'Orient, au Maghreb, au Maroc berbère sont là aussi à la musique gnawi. À 22h, la soirée bat son plein sur la scène en fa. L'électro-rock a aussi droit de citer à Jazzablanca, surtout quand il est enrobé de pop indie. Un son que l'on doit au célèbre groupe écossais, les Franz Ferdinand. Après le concert, les festivaliers pourront encore flâner de scène en scène jusqu'au bout de la nuit.
Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal, cette véritable tragédie en Libye. 44 migrants ont été tués, au moins 130 blessés à Tajoura, en banlieue est de Tripoli, lors d'un raid aérien lancé contre un hangar abritant 120 migrants. Ce bilan provisoire est le plus lourd pour un bombardement depuis le début de l'offensive le 4 avril de l'armée nationale libyenne du maréchal Haftar. Le consulat général du Maroc à Tunis a indiqué cet après-midi qu'il suit de près la situation avec les autorités libyennes à Tripoli afin de vérifier s'il y a des Marocains parmi les victimes de cette frappe aérienne. Le consulat a indiqué également avoir prévu des mesures en coordination avec les instances marocaines concernées pour faciliter l'évacuation d'éventuels blessés ou morts. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site dezem.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Zahra Aitihel. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.